On les voit tous les jours, ces bâtiments qui nous entourent. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé comment ça se passe vraiment, de l'idée de départ jusqu'à l'édifice final? C'est ce voyage, souvent secret, qu'on va explorer ensemble. Alors, la grande question, comment un bâtiment naît-il concrètement? On a tous en tête l'image du premier coup de pelleteuse, n'est-ce pas? Eh bien, il faut savoir que c'est loin d'être le début. Le vrai travail, le plus gros en fait, commence bien avant, dans les bureaux, avec des idées, des plans et des décisions qui vont tout changer. Ok, on commence par le tout début. Avant même de penser au béton, à l'acier, à quoi que ce soit de physique, il y a une vision. C'est là que tout démarre. On parle de la toute première étincelle du projet. Et cette vision, elle vient de quelqu'un ou d'une entité. C'est ce qu'on appelle le maître d'ouvrage. Pensez-y comme le client, celui qui dit « je veux construire quelque chose ici ». C'est lui qui définit les objectifs et surtout, point crucial, qui sort le portefeuille, qui trouve les fonds. Sans maître d'ouvrage, eh bien l'idée reste juste une idée sur un bout de papier. Bon, on a la vision et l'argent. Maintenant, il faut que ça devienne concret. C'est là qu'intervient le deuxième acteur clé, le maître d'œuvre. En général, c'est l'architecte ou un bureau d'études. Son rôle, c'est de prendre la vision du client et de la traduire en plan technique, en un vrai mode d'emploi pour construire. Et ensuite, il supervise tout pour s'assurer que le chantier respecte ses plans à la lettre. Ce processus, ce n'est pas le chaos, c'est super structuré en fait. On peut le découper en 4 grandes phases. D'abord, l'élaboration, c'est la phase de l'idée. Ensuite, la planification, où on dessine tout. Puis l'exécution, là, on construit pour de vrai. Et enfin, la clôture, le moment où on remet les clés. C'est la feuille de route de n'importe quel projet. Et ce qu'il y a, c'est fou, c'est que les 2 premières phases, l'élaboration et la planification, sont complètement invisibles pour le public. Rien ne se passe sur le terrain. Tout est sur papier ou sur ordinateur. C'est un travail de titan pour s'assurer que le projet est faisable, pour créer des plans ultra détaillés et bien sûr pour obtenir le fameux permis de construire. Pendant ce temps, le terrain, lui, il ne bouge pas d'un poil. Ça y est, les plans sont prêts, le permis est en poche. On pourrait se dire, allez, on creuse, mais pas si vite. Avant de construire en hauteur, il y a une étape absolument essentielle, comprendre ce qui se passe en profondeur. Il faut littéralement lire les secrets du sol. Il y a une sorte de dicton dans le milieu qui dit qu'un bâtiment ne peut pas être plus solide que le sol sur lequel il repose. Et c'est tellement vrai. La toute première chose à faire sur le terrain, ce n'est pas de poser une brique, c'est de faire une enquête. C'est une question de sécurité, de durabilité, bref, c'est non négociable. Et cette enquête, ça a un nom un peu technique, l'investigation géotechnique. Mais en gros, c'est une véritable histoire de détective. Les ingénieurs deviennent des experts du sous-sol. Leur mission, c'est de prélever des échantillons, de faire des tests, pour comprendre exactement de quoi est fait le sol, comment il est structuré, s'il est solide, stable, etc. Alors concrètement, qu'est-ce qu'ils cherchent, ces détectives? Eh bien, principalement 3 choses. Premièrement, identifier les différentes couches de sol, leur épaisseur, leur ordre. Deuxièmement, déterminer les propriétés de chaque couche, notamment ce qu'on appelle sa portance, c'est-à-dire le poids qu'elle peut supporter. Et troisièmement, vérifier s'il y a de l'eau dans le sous-sol et à quelle profondeur. Chaque info est vitale pour la conception des fondations. Bon, l'enquête est terminée, on sait à quoi s'attendre sous terre. Maintenant, oui, les machines peuvent enfin arriver. C'est le début de la partie visible des travaux. On va commencer à préparer le terrain, un peu comme un peintre prépare sa toile. Cette préparation, c'est ce qu'on appelle le terrassement. C'est assez impressionnant à voir d'ailleurs. Le but, c'est de modeler le terrain, de déplacer des tonnes et des tonnes de terre pour obtenir une surface de travail parfaite, plate, stable et prête à recevoir les fondations du bâtiment. En gros, le terrassement, ça se fait en 2 grands mouvements. Le premier, c'est le déblai. C'est simple, on enlève de la terre. Quand on creuse un trou pour une cave ou pour les fondations par exemple, toute la terre qu'on sort, c'est du déblai. Et logiquement, le deuxième mouvement, c'est l'inverse, le remblai. Là, au lieu d'enlever, on ajoute de la terre. On en apporte pour combler un creux ou pour surélever une partie du terrain. Et on la compacte bien pour que ce soit solide. C'est vraiment ce jeu entre déblai et remblai qui va permettre de sculpter le site idéal. Le terrain est maintenant une page blanche, parfaitement préparée. On peut passer à l'étape suivante et c'est sans doute la plus importante de toutes pour la solidité du bâtiment. On va parler des fondations, ce qui va permettre à l'édifice de sortir de terre. Les fondations, c'est un peu les racines de l'immeuble. C'est le lien essentiel, ce qui va prendre tout le poids du bâtiment, les murs, les planchers, les gens, la neige sur le toit, même la force du vent, et le transmettre de manière sûre et répartie dans le sol. C'est simple, sans fondation ou avec de mauvaises fondations, tout s'écroule.
Alors, comment on choisit les bonnes fondations? En fait, il y a deux grandes catégories. C'est assez logique. Si l'étude de sol a montré qu'il y a un bon sol bien résistant juste sous la surface, on va faire des fondations superficielles. Par contre, si le bon sol est très profond, eh bien, il faut aller le chercher. Et là, on utilisera des fondations profondes. C'est l'étude géotechnique qui dicte tout. Si on regarde de plus près les fondations superficielles, il y en a plusieurs types. La plus simple, c'est la semelle isolée. C'est juste un carré de béton sous un poteau. Ensuite, il y a la semelle filante. C'est la même chose, mais en continu, comme une longue bande de béton sous un mur porteur. Et enfin, le cas extrême, c'est le radier. C'est une seule grande dalle de béton qui couvre toute la surface du bâtiment. C'est super efficace pour bien répartir le poids. Maintenant, imaginons que le sol en surface soit de mauvaise qualité, un peu comme de la vase. Que fait-on? On passe aux fondations profondes. Et la solution la plus courante, ce sont les piots. Il faut vraiment les imaginer comme des pilotis, des grandes échasses qui vont traverser toutes les couches de sol pas terribles pour aller s'enfoncer et s'ancrer dans la couche dure, bien plus bas. Et pour mettre ces pieux en place, il y a globalement deux écoles. La première méthode, c'est celle qui déplace le sol. On prend le pieu et on l'enfonce dans le sol en le martelant ou en le faisant vibrer. Ça pousse la terre sur les côtés. La deuxième méthode, c'est l'inverse, on ne déplace rien. On commence par forer un trou, on enlève toute la terre et seulement après, on construit le pieu à l'intérieur du trou. Le choix dépend du type de sol, des voisins, de plein de choses. Ok, on a fait un bond dans le temps. Le bâtiment est là, il est magnifique, le chantier est propre. On pourrait penser que c'est fini. Mais non, il reste une dernière phase moins spectaculaire, mais absolument fondamentale, c'est la clôture administrative du projet, la livraison. Cette livraison, ce n'est pas juste un échange de clés, c'est un processus en 3 temps. D'abord, il y a la réception provisoire. Le client fait le tour, vérifie que tout est conforme et prend possession du bâtiment. À partir de ce jour-là, une période de garantie commence, souvent d'1 an, pendant laquelle l'entreprise doit réparer tous les petits défauts qui apparaissent. Et au bout de cette période, si tout est en ordre, on signe la réception définitive et là, c'est vraiment la fin. Le projet est clos, les comptes sont soldés. Voilà. Alors, la prochaine fois que le regard se posera sur un immeuble, une maison, un pont, peut-être qu'on n'y verra plus juste du béton et des fenêtres. Peut-être qu'on y verra toute cette histoire cachée. L'idée de départ, les plans, l'étude du sol, le balai des machines, tout ce voyage incroyable qui a permis de passer d'une simple idée à une réalité bien tangible.